Bienvenue dans ce journal qui parlera de toutes les nouveautés du salon EICMA 2024. Sans quitter votre canapé, je vous amène directement à Milan où je vous résume ce qu'il faut retenir par chaque marque. Je vais classer ça de façon alphabétique, donc je vais commencer chez Aprilia et je terminerai chez Yamaha. Des constructeurs tels que KTM et Yamaha ont amené énormément de nouveautés et il y en a d'autres qui se sont contentés d'un ou deux modèles mais qui sont des vrais changements. Donc je vais vous faire le tour de tout ça. Moi j'ai déjà ma petite favorite et sachez qu'elle n'est pas encore commercialisée. Si vous aussi vous avez un modèle favori, mettez-le dans les commentaires. Peut-être qu'on en parlera dans la vidéo ou peut-être que je vous répondrai que l'essai est à venir. Ça, on ne sait jamais. La saison va débuter, on aura plein d'essais à faire et ce sera à retrouver sur la chaîne YouTube ainsi que sur le site acidemoto.ch. Allez, c'est parti avec le tour des marques, j'attaque avec Aprilia. Le modèle tout nouveau chez Aprilia, c'est la Tuono 457. Donc ils ont simplement pris le moteur 457 de la RS pour le mettre dans le Roadster. Même si elle s'appelle Tuono, il y a du changement. Ils ont enlevé le phare qui est normalement lié au carénage pour mettre un phare qui est maintenant fixé à la tête de fourche. Le moteur fait 47,6 chevaux, le maximum autorisé pour un permis A2, et il y a une dent de plus à la couronne pour privilégier les accélérations. On a 3 modes de pilotage, un ABS, un traction control, du Bluetooth et même un quick shifter en option. Le prix et la disponibilité ne sont pas encore connus. Aprilia avec leur Touareg 660, ils ont gagné des titres en Africa Eco Race, mais aussi sur le championnat Moto Rally en Italie. C'est pourquoi ils ont fait une moto qui est maintenant pratiquement prête à courir, avec des suspensions longue course, des renforts comme un sabot très épais, des suspensions avec maintenant des ressorts linéaires plutôt que progressifs, avec un nouveau look et aussi une ligne d'échappement en titane signée SC Project. L'ensemble ne pèse que 199 kg. Les jantes à rayons avec les cercles dorés sont renforcées et elles vont être ajoutées au catalogue des accessoires pour toutes les Touareg. Il y a 2 nouvelles couleurs pour la version standard, vous la retrouverez sur le site internet, il y a tous les détails, on ne connaît pas encore le prix ni la disponibilité. Sur la gamme RS et Tuono de Aprilia, il y a aussi du nouveau. On va commencer par la RSV4 qui devient la sportive la plus puissante du marché. Avec ses 220 chevaux, elle dépasse les 217 de la CBR 1000 et elle dépasse aussi la S1000RR et la Panigale qui ont des puissances inférieures. Maintenant, elle a des étriers de frein Brembo iPure et elle reçoit aussi des nouvelles aides à la conduite qui deviennent prédictives comme l'assistance au wheeling ou l'aide en glisse en sortie de virage. Grâce à cette nouvelle technologie, ils vont pouvoir gérer un peu mieux ces aides pour encore améliorer les temps autour pour le pilote. On peut même ajouter un pack avec des aides GPS pour affiner les réglages de sa moto virage par virage. Mais là, il faut être un vrai passionné de programmation et vouloir à tout prix gagner une course pour se lancer là-dedans. La Tuono V4, elle aussi, gagne en cylindrée. Par contre, elle ne passe pas le cap des 200 chevaux, elle reste à 180, ce qui est largement suffisant. Le moteur, il passe donc à 1099 cm3 au lieu de 1070. Et on voit apparaître sur sa face avant des winglets. Sur la version Factory, il y a toujours la suspension Öhlins, mais la Smart EC 2.0, alors que la 3.0 est sortie. Et le pack électronique complet de la RSV4 en Factory a certains éléments, certaines options de ce pack qui sont en option sur les Tuono V4 et V4 Factory. Sur les 660, coup de tonnerre. On connaissait déjà la Tuono 660 Factory, maintenant il y aura aussi la RS 660 Factory, et avec du matériel Öhlins. On a une fourche Nix 30 et un amortisseur STX 46 qui sont tous entièrement réglables. Donc ça promet du beau sur cette nouvelle RS 660 Factory et qui reste bien sûr avec son moteur puissant de 105 chevaux, toujours disponible avec la version 95 chevaux pour la brider sur un permis A2. Les prix et disponibilités de ces modèles ne sont pas encore connus. Passons à BMW. Le constructeur allemand s'est attardé à retoucher sa S1000R. On voit déjà sa nouvelle face avant qui intègre les mêmes optiques que la S1000RR et surtout la S1000R reçoit la même transmission raccourcie de la M1000R. Donc on aura des accélérations plus franches, une réactivité accrue à la poignée de gaz et surtout les deux modèles reçoivent maintenant la poignée à tirage court pour n'avoir qu'un petit mouvement de poignet à faire pour avoir toute la puissance qui déboule. Le Shift Assistant Pro passe de série, mais la distribution variable du moteur, elle reste l'apanage de la M1000R. Tous les carters de la M1000R sont d'ailleurs plus biton, mais uniquement noirs pour la distinguer du reste de la gamme. La S1000R démarre à 15 950 francs et la M1000R
elle débute à 22 800 francs. La disponibilité n'est pas encore connue, mais les commandes sont déjà possibles chez BMW. Sur la S1000RR maintenant, ils ont revu toute la partie aérodynamique et elle reçoit de nouveaux winglets qui apportent de l'appui sur la roue avant, que ce soit en ligne droite ou en virage. Le garde-boue avant, il intègre maintenant des canaux d'air pour refroidir les étriers de frein, et on a également la poignée à tirage court pour accélérer plus fort, plus vite. L'ABS reçoit un mode Slick Pro, et les riding modes qui sont sur la moto, il y en a un de plus qui s'appelle le Pro 3. Ce qui fait qu'on pourra faire Pro 1, Pro 2 et Pro 3, chacun à son goût, pour avoir des réglages rapides sur différents paramètres de la moto, comme il y a de l'électronique. Partout, c'est vachement utile pour pouvoir faire des raccourcis, pouvoir faire un setting peut-être pour le matin et un pour l'après-midi, et un dernier pour des conditions difficiles. Sur la M1000RR, bien que Toprak vienne de gagner le titre avec, ils font de gros changements pour rester dans la course. Quand je parle de gros changements, je veux dire qu'elle a maintenant 218 chevaux au lieu de 212, elle a de nouvelles soupapes, un nouveau papillon d'admission plus grand, un nouveau collecteur d'échappement avec une forme ovale, car maintenant les sorties d'échappement du moteur sont ovales elles aussi. Le moteur à gauche il est fixé sur un nouveau point d'ancrage, ce qui permet de changer la rigidité du châssis et ainsi arriver à de nouveaux niveaux de performance tels qu'attendus en Superbike. La S1000RR débute à 21 500 francs, tandis que la M1000RR, elle, commence à 33 700. Ça se comprend, elle a des jantes en carbone et elle a tout l'habillage qui est en carbone. C'est un truc de fou. BMW nous a réservé une surprise sur EICMA. Il s'agit du concept F450 GS. On connaissait déjà la G310 GS, qui est plutôt tiédasse, parce qu'il n'y a pas grand chose. Ça reste un petit moteur monocylindre qui n'est pas très intéressant. Et ensuite, on accède directement à la F800 GS, avec son look un peu boudiné, un peu gros. La F900 GS, qui elle est superbe, mais pas disponible en A2. Et enfin, tout en haut de la gamme, les 1300 GS et GS Adventure, qui elles sont naturellement inaccessibles aux jeunes permis. Donc avec cette 450 GS, c'est un bicylindre en ligne avec un calage d'allumage que BMW qualifie d'inédit pour la marque. Parce qu'ils n'ont jamais calé de bicylindre parallèle à 270 degrés. Donc ça pourrait être le cas. Et on parle aussi de 48 chevaux pour 175 kg, soit exactement la valeur cible pour faire la moto la plus puissante et la plus légère qui est admise pour un permis A2. Dans son état actuel, elle est prête à commercialiser. Mais il manquerait encore quelques détails, et s'il la commercialise en 2025 comme il le prévoit, ce sera probablement avec des jantes en alu, plutôt que les jantes à rayons de 19 et 17 pouces, et probablement avec une selle plus basse, car là elle est vachement haute pour aller faire du tout-terrain. Mais c'est prometteur, moi en tout cas, c'est ma petite préférée, malheureusement, c'est qu'un proto. Passons à Bridgestone. Le fabricant de pneus japonais, il présente le nouveau pneu Sport Touring T33. Il a un design qui est très similaire au T32, et c'est parce qu'il veut garder les mêmes performances sur le humide, parce qu'il a déjà un niveau de grip excellent dans ce domaine-là. Par contre, ce que le fabricant a amélioré, c'est sa longévité. Il dit que le pneu tiendra maintenant 47% plus longtemps. Ça grâce à une nouvelle construction avec une gomme qui tient mieux ensemble. À l'avant, c'est une monospirale et à l'arrière, c'est une ceinture croisée radiale. On se réjouit de voir ce que donnera ce nouveau pneu sur les motos qui sont surtout faites pour avaler beaucoup de kilomètres. Par exemple, la Tracer 9, elle est équipée, mais du T32. Après la lettre B, la lettre C, bien sûr. Et là, je vais vous parler de Cardo. Cardo, il fête les 10 ans de la communication de motard à motard. Cette marque ne fait que ça. Et donc, cette année, ils présentent un nouveau système Mesh qu'ils ont baptisé le Mesh Boost. Parce que le Mesh, c'est le réseau que se construit autour des intercoms pour que les différents interlocuteurs puissent se parler. Avant, on avait une limite de 15 participants sur le réseau qui s'appelle le DMC. On passe à 31. Ces groupes sont privés. Mais leur concurrent, il avait une technologie qui les intéresse pas mal, celui du groupe public. Et donc, Cardo s'est intéressé à faire la même chose. Il y aura désormais une fonction Mesh public où on pourra se connecter et faire la connaissance d'autres motards qui sont aussi sur le mode public dans la limite de réception de notre appareil. C'est plutôt intéressant parce qu'on peut aussi se dire que nos amis avec qui on prévoit de rouler, que chacun se mette en mode public et au moment de se rejoindre,
et ben on pourra tous se retrouver sur le canal public. C'est une façon un peu plus rapide de se connecter. Mais en même temps, il propose un autre système qui permet aussi de se connecter avant même d'être ensemble. Et ce système, il passe par l'application Cardo qui permettra d'envoyer un lien à ses amis pour déjà pré-appairer les appareils. Comme ça, au moment de partir en balade, on se rejoint, les appareils sont déjà prévenus qu'ils devront communiquer ensemble. Une fois tous à portée, ils se connectent et les conversations commencent. Dans le DMC, il y avait aussi un système qui s'appelait la conversation privée. C'était limité à un groupe privé à l'intérieur d'un grand groupe. Maintenant, il n'y aura plus de limite sur le nombre de groupes. Par contre, il faudra accepter l'invitation de rejoindre un groupe privé dans un autre groupe dans l'application. Enfin, ils ont installé une dernière technologie qui passe aussi par l'application, qui permettra de faire transiter sa voix par le système VoIP, donc avec les données de son téléphone. Ce qui fait que si je sais que je vais me connecter, disons, avec un membre de ma famille plus tard, eh bien je peux, dès le début, avec mon application, me connecter à son intercom par Internet et discuter même entre deux continents différents. J'avoue, autant s'appeler pour avoir ce genre de conversation. Mais ça peut être utile dans une zone couverte par les datas mobiles et où on se perdrait de vue et où la portée du DMC ne serait plus suffisante. Par exemple, si on est distancé de 5 km, le système DMC ne fonctionne plus. Dans ce cas-là, le système VoIP peut prendre le relais et là, on s'entend, même si on s'est perdu. Par contre, il faudra juste garder la connexion mobile. Effectivement, si vous vous rendez au Maroc et que vous n'avez pas de connexion mobile au Maroc, eh ben, c'est dommage, vous ne pourrez pas utiliser le système VoIP. La bonne nouvelle avec tout ça, c'est que c'est compatible avec tous les Pactalk de seconde génération, c'est-à-dire le Edge, le Pro et le Neo. Et la fonction VoIP qui passe par l'application fonctionnera même avec des Cardo plus anciens, pour autant qu'ils fonctionnent avec l'application Cardo Connect. La mise à jour, elle sera disponible début 2025 et elle sera gratuite. Comme je parle d'intercom, on ne va pas attendre le S pour vous parler du concurrent. Alors parlons de Sena. Sena, ils m'ont déjà envoyé le nouveau 60S. Et lui, sa nouveauté, c'est qu'il a le Mesh 3.0. C'est-à-dire que pour communiquer entre 60S, on sera sur ce nouveau système Mesh 3.0, alors que les autres appareils comme le 30S ou le 50S, eux, sont en Mesh 2.0. Heureusement, le 60S, il reste compatible avec l'ancien système. Donc on peut converser avec ces gens-là. On peut toujours profiter des 9 canaux publics et des groupes privés avec jusqu'à 24 participants. Dans ce nouveau 60S, il y a de l'intelligence artificielle pour deux usages. Le premier, c'est la réduction de bruit active, et le deuxième, c'est l'assistant vocal, qui est amélioré par la reconnaissance vocale et l'intelligence artificielle. Donc on pourra demander des choses à son combiné Sena, qu'il pourra exécuter soit lui-même, soit les envoyer à Siri ou à Google pour traiter la demande. On verra ce que ça donne une fois à l'usage. L'avantage de ce 60S, c'est qu'il utilise des écouteurs Harman & Kardon de diamètre 40, donc il rentre très facilement dans un casque, et il est en plus livré avec deux kits de fixation qui deviennent magnétiques. Petit détail qui me plaît particulièrement, c'est la petite LED qui sert de lampe de poche à l'avant du combiné Sena, ce qui fait que sur le casque, on peut allumer la lumière et chercher, disons, la serrure de son bloc-disque en pleine nuit. Sena utilise aussi une application. Il y a un nouveau système qui s'appellera Sena Wave, dans lequel on pourra se connecter à ses amis, discuter sur des chats, et même, si on le souhaite, faire un appel à l'aide. Ce qui fait qu'on sera localisé dans l'application et le reste du groupe aura accès à notre point GPS pour venir nous aider. On en était à la lettre C. Après Cardo, on passe à CFMoto. CFMoto, on le sait, il travaillait sur un 3 cylindres en ligne maison avec 675 cm3. Et maintenant, ils nous ont indiqué qu'il fera 100 chevaux. Dans cette SRR, le châssis aura un angle de chasse de 23,7 degrés. C'est à peu près le même angle de chasse qu'une F3 675. Donc on est quand même sur une géométrie de sportif propre. Par contre, elle a que 100 chevaux, des disques de frein en 300 mm alors qu'on a plutôt l'habitude d'avoir du 320. C'est quand même des étriers radio 4 pistons de J-Juan qu'on a appris qu'ils appartiennent à Brembo. Le châssis est un tubulaire en acier et toute la suspension, ce sont des Kayaba entièrement réglables. Donc on a quand même du beau matériel sur cette sportive en devenir du fabricant chinois. CFMoto a également sorti un roadster avec ce moteur 675. Il est baptisé 675 NK pour Naked.
Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'informations sur ce modèle parce que c'est une marque qui n'a pas de portail presse qui est rapidement mis à jour. On verra dans les jours à venir si on peut publier une news à ce sujet, je mettrai le lien dans la description. CF Moto a aussi présenté son nouveau moteur V.04. C'est un V4 à 90 degrés avec 209 chevaux à 14 500 tours minute et 114 Nm à 12 500 tours minute. Il pèse 61,5 kg et il fonctionne avec un vilebrequin contrarotatif, c'est-à-dire qu'il annule l'effet gyroscopique de la roue avant. Il est doté d'une double injection et des soupapes qui sont actionnées par des palpeurs. Donc les arbres à cames ne sont pas directement au-dessus des soupapes. Enfin, on voit sur l'image de droite que la sortie du moteur est de forme ovale et donc son collecteur le sera aussi. On n'a pas plus d'informations pour l'instant sur ce moteur, ils l'ont présenté dans un châssis d'une sportive futuriste. On verra bien où est-ce que ça nous mène avec ce nouveau moteur. Passons maintenant à une autre marque qui joue à domicile, c'est-à-dire Ducati. Bien sûr, chez Ducati, on voudra voir la nouvelle Panigale V4. Mais celle-là, elle a déjà été présentée en été et l'essai a déjà eu lieu. Il est disponible sur le site, vous pouvez aller le lire. Et c'est même un très bon journaliste anglais qui l'a écrit, profitez-en, il est d'une grande précision. La grande nouveauté sur ce modèle, c'est son bras oscillant asymétrique, ainsi que son nouveau système d'aide à la conduite baptisé DVO, qui améliore toutes les performances, et en particulier le freinage, car la machine est capable d'ajouter du frein arrière jusqu'à la corde d'un virage, puis de le relâcher, comme le ferait un pilote, lui, avec son pied. Une autre nouveauté du constructeur italien, c'est la Multistrada V4. On l'a déjà essayé, donc je ne vais pas perdre trop de temps dessus. Elle est équipée du DVO, et vous pouvez découvrir ce que ça apporte, soit sur la chaîne YouTube où il y a l'essai vidéo, soit sur le site où l'essai écrit est disponible. Chez Ducati, c'est la deuxième année de suite qu'ils nous montrent un nouveau moteur totalement inédit. Et ce moteur, c'est un moteur V2 qui pèse seulement 54,5 kg. Il fait 120 chevaux, ou 95 chevaux pour être bridé, ou 115 chevaux dans une version renforcée qu'on imagine plutôt pour la Desert X. Ce moteur, il est censé remplacer le Testa Stretta Evo, c'est-à-dire le moteur qu'on trouve dans la Super Sport, dans l'Hypermotard, dans la Desert X, on le trouve partout. Seulement, ce moteur Testa Stretta, il n'est plus homologué Euro 5+, d'où ce nouveau moteur. Les changements fondamentaux sont qu'il n'y a plus de distribution desmodromique, donc il n'y a plus de chaîne qui va s'occuper de refermer les soupapes, ce sont des ressorts qui vont faire la fermeture des soupapes, probablement pour des raisons de coût, car le système desmodromique est plus performant en temps normal. Ce moteur, il profite d'une variation du temps d'admission, il n'y a pas de variation du temps d'échappement, donc les ingénieurs ont une petite marge de manœuvre, mais moins importante que s'ils pouvaient piloter les deux arbres à cames. Sa construction, elle est très compacte, on voit que la pompe à eau est intégrée, ce qui fait qu'il y a besoin de moins de durite de plastique, et tout ça prend moins de place à l'intérieur d'une moto. Seulement, vous allez me demander, dans quelle moto est-ce qu'on le trouve? Voilà la réponse. Le constructeur change sa Panigale V2 et sa Street Fighter V2. Grâce à ce nouveau moteur, et surtout à sa nouvelle construction, avec un châssis qui ne pèse que 4 kg, ils font la Street Fighter et la Panigale la plus légère qu'ils n'ont jamais fait. Elle pèse 175 kg sans carburant. Le moteur, comme je vous l'ai dit, il fait 120 chevaux, et dans l'habillage, il n'y a pas de winglet. Par contre, il y a à l'intérieur des carénages des canaux d'air qui sont dissimulés pour évacuer la chaleur et pour amener de l'air frais au pilote, ce qui la rend plus utilisable au quotidien, surtout la Panigale avec une position moins exigeante et moins de charge sur les poignets. Toute la partie arrière de la moto est identique, ils ont fait une seule coque arrière pour les deux. Et on voit surtout cette ligne d'échappement qui ressemble à celle de Superbike avec les deux canettes qu'avait dessiné Akrapovic pour la Panigale à l'époque. Leur ADN Ducati, il est indéniable, surtout avec cette face avant où les feux à LED lui donnent toujours ce regard inimitable qu'on reconnaît entre mille. Sur la version standard, il y aura une fourche Showa et un amortisseur Sachs, tandis que sur la version S de la Street Fighter et de la Panigale, il y aura du matériel Öhlins, mais qui ne sera pas semi-actif. Ce sera une fourche NIX 30 et un amortisseur. Tout est évidemment entièrement réglable, ça reste des motos qui ont un ADN sportif à revendiquer. Il y a beaucoup d'éléments électroniques de série, beaucoup d'aide au pilotage, mais il faudra quand même choisir la Panigale V2S si on souhaite avoir le launch control et le pit limiter. Sur la sportive, il y a un pack racing en option. Ce pack racing, il comprend des protections carter, des commandes reculées, des caches
pour les trous qui sont laissés béants lorsqu'on retire la plaque d'immatriculation et les rétroviseurs. Et enfin, une ligne d'échappement non homologuée qui fait passer la puissance à 126 chevaux. Ah si, j'oubliais. Un amortisseur de direction Öhlins qui sera installé sur la Panigale. Les prix et disponibilité de ces motos sont déjà connus, ils sont sur le site, je vous mets le lien dans la description. On reste dans les dés avec Dunlop. Dunlop, il nous présente le nouveau Sport Smart 4. C'est un pneu qui est prévu pour les roadsters et les sportives, surtout à une utilisation routière. On leur promet 20% de plus de grip sur sol humide, grâce à une construction monogame à l'avant entièrement soft, et à l'arrière ce sont des épaulements soft avec une arme moyenne et une bande de roulement également en gomme moyenne. On vous donnera plus de détails lorsqu'on aura pu l'essayer sur une moto. Intéressons-nous maintenant à la marque Fantic. Ceux-ci, avec la force de Magneti Marelli, se permettent de présenter plusieurs nouveautés, dont une avec un nouveau moteur maison, le MM460, qui est un monocylindre 500 cm3 compatible à 2. Il a 2 arbres à cam en tête, et on le verra dans l'Imola 500, dans la Stealth 500 et dans la Caballero 500 qui abandonne son moteur chinois. Ce moteur fait 44,4 chevaux et il est doté d'un ride-by-wire. Autant l'Imola que la Stealth, elles seront aussi disponibles en 125 cm3 avec un moteur Marelli de la même cylindrée qui lui sera disponible dès 16 ans mais qui bénéficie déjà d'une distribution variable. Si on regarde la Stealth et l'Imola d'un peu plus près, on voit que l'avant de son châssis est fait en tube d'acier soudé, tout comme son arrière-cadre. Par contre, son bras oscillant est en aluminium coulé, et la partie centrale qui rejoint toutes ces pièces, c'est de l'aluminium taillé masse. Donc ce sont des belles pièces pour des motos qui seront quand même accessibles niveau prix, parce que Fantic a l'habitude d'être très agressif à ce niveau-là. On se réjouit de les voir débarquer sur le marché, d'autant plus qu'elles seront équipées d'un ABS en courbe grâce à une centrale IMU 6 axes, et également d'un écran TFT de 5 pouces qui permettra d'avoir tout plein d'artifices supplémentaires sur une moto pratique au quotidien. C'est au tour de Honda de nous présenter ces nouveautés. La première dont je vais vous parler, c'est la NT 1100. La moto était déjà connue, et sa principale nouveauté, c'est qu'elle adopte quelques éléments dans un nouveau plastique qui s'appelle le Durabio, renouvelable, biosourcé, tout ça. Mais elle a surtout des phares qui sont une première mondiale, car les clignotants sont intégrés aux phares. Le Honda XADV a aussi cette technologie-là. Donc à l'avant, il n'y a plus de clignotants qui dépassent, ils sont intégrés dans la face avant. En dehors de ça, la NT 1100 profite maintenant de la suspension électronique, celle qu'on a déjà vue sur l'Africa Twin Adventure Sport par exemple. Cette suspension, elle n'est disponible qu'en complément de la boîte DCT. Donc si on souhaite une NT 1100 sans suspension électronique, on pourra toujours décider de l'avoir en boîte manuelle ou en automatique double embrayage. Son prix de base, il est de 14 650 francs. En DCT, ce sera 15 690. Et en DCT, avec la suspension électronique, ce sera 16 590. On est tout bientôt assis sur cette moto pour en faire l'essai. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube et sur le site pour lire les informations une fois qu'on l'aura testé. Une autre nouveauté qu'on attendait, c'est la CB1000R. On nous l'a déjà présentée en tant que prototype l'année dernière. Et finalement, elle n'était pas tout à fait prête. Donc, ils ont décalé d'1 an la présentation officielle du modèle. Donc on apprend qu'elle fait 152 chevaux, ou 157 en version SP, et qu'elle a toujours un moteur de CBR 1000, mais un moteur de CBR 1000 2017. On ne parle pas du nouveau moteur qui fait 217 chevaux, là on a quand même une version bien plus sage de ce moteur dans ce roadster. Son châssis, c'est un tubulaire en acier soudé, avec une boucle arrière soudée elle aussi. En version normale, elle reçoit une fourche Showa, entièrement réglable, avec un amortisseur réglable en précharge et en détente. Si on choisit la version SP, la fourche ne change pas, par contre elle sera anodisée or pour le look, et elle reçoit un amortisseur Öhlins TTX36 entièrement réglable. Le prix de la version de base se situera entre 11 500 et 13 000 francs, alors que la version SP sera 1000 francs plus chère. Nous, on sera bientôt allé sur l'essai de cette moto, on vous tiendra au courant, rendez-vous sur la chaîne lorsque ce sera fait. La NC750X, elle ne change pas beaucoup. Elle a toujours son moteur 750 cm3, mais calé à 180 degrés, donc celui qui fait 48 chevaux. Il est toujours compatible avec la boîte DCT, et sur le réservoir, il y a toujours de la place pour ranger un casque. C'est la particularité de cette moto. Côté suspension, il n'y a pas de changement, si ce n'est que dans le pied de fourche,
il y a maintenant un étrier de frein radial de chaque côté pour des disques de 296 mm. Et en plus, elle a une nouvelle face avant avec un phare qui est un peu plus sexy. Le prix devrait être à peu près identique et la disponibilité c'est le mois de février 2025. La Transalp aussi elle a un nouveau phare, bien plus élégant que l'ancien. Elle a de nouvelles couleurs et elle a aussi un saut de vent avec une prise d'air pour faciliter l'écoulement de l'air par-dessus le casque du pilote. Cette vitre à l'avant, elle est aussi en Durabio, donc le matériau biosourcé. Pour le reste, pas beaucoup de changements. Ça devrait toujours être 11 990 francs à l'achat, disponible dès janvier 2025. Nouveauté aussi pour la CB750 Hornet. Et là, j'avoue, il n'y a pas grand chose qui change, c'est simplement un nouveau phare situé plus bas sur la fourche, qui sera plus reconnaissable quand on la placera entre une CB1000 et une CB500. Côté technique, pas d'amélioration, si ce n'est que l'écran TFT sera compatible Honda RoadSync, tout comme sur la Transalp. C'est l'interface de communication Honda qui permet également d'utiliser une reconnaissance vocale avec la moto. Le prix de cette CB750 ne devrait pas changer et la disponibilité est toute prochaine. On pourrait croire que cette GB350 c'est un modèle entièrement nouveau, mais ne vous trompez pas, c'est simplement un modèle qui existait déjà au Japon, en Inde et en Australie, qui reçoit un moteur Euro 5+. Il y a quelques modifications, comme l'échappement qui n'est pas entièrement chromé, mais noir avec un cache chromé, ou alors les soufflets de protection sur la fourche, qui sont sur la version européenne, mais pas sur la version australienne. Elle existera en deux couleurs, Paco Blue ou Gunmetal métallique, et elle devrait arriver en décembre 2024 avec 2 packs d'accessoires et pour un prix inconnu. Quelques infos sur le moteur quand même, c'est un monocylindre refroidi par air de 348 cm3, 21 chevaux, simple arbre à cam en tête, et qui est dit longue course. Donc il va faire une pulsation assez agréable lorsqu'on roule avec. Elle n'a qu'une boîte 5 vitesses, et la 5e est prévue pour rouler de 30 à n'importe quelle vitesse de croisière. Donc on passera peut-être moins de temps aussi à changer de vitesse. Son tableau de bord, c'est un contour analogique avec un petit écran digital qui lui va afficher le rapport engagé, mais on n'a là pas de connexion Bluetooth sur ce modèle. Il est en revanche équipé d'ABS et d'un contrôle de traction. La vraie innovation et la vraie nouveauté chez Honda, c'est qu'ils ont présenté ce qu'ils croient être un avenir pour le moteur à combustion, c'est un moteur V3 à compresseur électrique. Pourquoi mettre un compresseur électrique sur un moteur? Tout simplement parce qu'en suralimentant un moteur, en mettant de la pression sur l'air qu'on lui amène, on gagne en performance. Et il y a plusieurs façons de faire ça. Soit un turbocompresseur, mais le turbo, sa turbine est entraînée par les gaz d'échappement. Donc si on n'augmente pas le régime moteur, on n'augmente pas la pression d'air. L'autre façon de faire ça, c'est comme le fait Kawasaki sur la H2, avec un compresseur. Et là, le compresseur est entraîné par le vilebrequin de la moto. Là aussi, sans régime, pas de pression. Donc l'idée de mettre un compresseur électrique sur la moto est d'autant plus avantageux, parce que si c'est un compresseur électrique, le CU de la moto pourra piloter son allumage et son extinction à son gré. Et donc, on pourra piloter au mieux les performances voulues du moteur, qui est prévu pour des motos de grosse cylindrée, avec ses 3 cylindres en V. On se réjouit de voir l'avenir que nous réserve ce moteur sur la production Honda. Par contre, il n'y a pas encore de date de disponibilité pour ce truc-là. On ne sait pas du tout combien de temps il leur faudra avant de mettre au point ce moteur. Toujours dans les H, on parle de Husqvarna Motorcycles. Et Husqvarna, il présente la Vitpilon 801. Ça reste grossièrement du recyclage de pièces qui existe déjà dans le groupe. On a un bicylindre parallèle calé à 270 degrés qui fait 790 cm3, 105 chevaux. La moto fait 180 kg. Et mis à part son look qui est vraiment différent, avec notamment ce phare qui est tout nouveau parce qu'il a juste une lentille LED au centre et un cercle, le reste est ajouré, l'air passe à travers du phare, ce qui est plutôt cool. Le reste, c'est pas vraiment nouveau. C'est un modèle qu'on connaît déjà depuis 2018 sur le marché. Ils n'ont pas réinventé la mécanique non plus. Il y a quand même un écran TFT qui remplace l'ancien compteur LCD des Vitpilon, car ce dernier n'était que très peu lisible. Donc là, on a une belle nouvelle pièce. Le pack électronique, il est de toute façon complet. Les aides au pilotage sont la plupart présentes, soit de série, soit en option. Et elle existe en 2 couleurs, soit gris, soit jaune.
Et sur le stand à Milan, ils ont pris le temps d'exposer une version custom qu'on ne peut pas acheter, mais qui est quand même diablement belle. Avec sa ligne d'échappement blanche et sa roue arrière pleine, elle a un look ravageur. Moi, elle me plaît beaucoup dans cette configuration-là, mais de nouveau, c'est un prototype, on ne pourra pas se l'acheter. Un modèle qui semblait en fin de vie, c'est la Nordon 901, toujours basée sur le même bicylindre en ligne 270 degrés, qui est connu déjà de la vie de pylône, mais aussi d'autres marques du groupe. C'est du recyclage là aussi, on ne sait pas trop où elle se situe dans la gamme. C'est un trail plus ou moins tout-terrain qui, là, en version expédition, se retrouve équipé de suspension longue course, donc quand même 240 mm, et un pack Explorer, parce que c'est la version expédition, avec des valises latérales inclus, un slide control 9 niveaux inclus dans le pack Explorer, une prise USB sur le tableau de bord TFT, pardon. Ce sont des petites améliorations pour prolonger la vie du modèle qui n'a pas vraiment décollé dernièrement. Prix et disponibilité, pas encore connus. On enchaîne avec Kawasaki. Quelques semaines en arrière, on a déjà pu essayer cette Versys 1100. Donc c'est une routière qui perpétue la tradition du 4 cylindres en ligne. La puissance n'est pas mirobolante, mais avec 135 chevaux, c'est largement assez pour s'amuser. C'est pas la plus sexy, mais elle est efficace et on peut compter dessus. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à son guidon. Je vous recommande d'aller voir la vidéo que j'ai faite à son sujet ou de lire son essai qui est publié sur le site. La Ninja 1100, elle reprend le même moteur et elle propose plus ou moins la même chose, mais dans une géométrie différente. Donc on n'a pas non plus une Ninja ZX10, mais on est sur une Ninja 1100 avec des vocations beaucoup plus routières et plutôt grand tourisme. Il y a une version SE, mais qui n'a pas de suspension électronique. Elle a simplement des freins Brembo à la place des freins Nissin et un amortisseur Öhlins 1646. Le reste des améliorations sont plus ou moins que les mêmes que la Versys. Je vous invite à aller lire la news ou à revenir plus tard sur cette chaîne où il y aura l'essai d'ici quelques semaines. La grosse nouveauté de Kawasaki et EICMA, c'est sa Z900. On attendait un banger de leur côté et ils reviennent en force avec un roadster qui a un moteur cette fois de 948 cm3. Il présente 124 chevaux, il a une centrale IMU, donc un ABS sur l'angle, et également un contrôle de traction sensible à l'angle d'inclinaison de la moto. Le look, il est forcément très Z, avec toujours ce regard inimitable, un peu défiant du regard de la Z900, et elle gagne un peu en cachet avec ces pièces en aluminium embouties qui ont des logos sur les côtés, sur les caches radiateurs, ou le logo qui est sur la selle. C'est une selle qu'on appelle ErgoFit, avec une nouvelle mousse plus confortable. Sa hauteur d'origine est de 830 mm, mais elle est disponible avec une selle basse de 810 mm. Elle reçoit un écran TFT avec une animation que je trouve amusante, c'est que l'angle d'inclinaison de la moto peut être affiché en direct avec un inclinomètre, comme si c'était un avion. Si on choisit la version SE, on aura la même fourche, qui est réglable, et on aura un amortisseur Öhlins S42 à l'arrière. À l'avant, ce sera des freins Brembo M432 qui pinceront les disques à la place des étriers Nissin. Il y a seulement une différence de poids d'1 kg, plus lourd pour la SE. La Z900, elle reste bridable, par la version SE, donc on pourra la trouver en 95 chevaux pour la brider à 35 kW. Le prix et la disponibilité ne sont pas encore connus. Sur le stand Kawasaki, il y a une autre curiosité. Il s'agit du prototype de la KLE, donc une moto d'enduro légère et de voyage, dont on ne voit que la roue avant, qui est manifestement freinée par un simple disque à fixation axiale, et ce serait une KLE 450, parce qu'on voit déjà le collecteur à deux sorties, donc on imagine que ce serait un bicylindre parallèle d'environ 400 cm3, qui irait volontiers faire la bagarre avec la F450 GS ou la CF Moto 450 MT. Là aussi, prix, disponibilité inconnu. C'est un prototype qui est dans une boîte et on l'aperçoit à peine. Passons maintenant à KTM, et eux, ils ont déroulé un très grand nombre de nouveautés cette saison. Commençons par le Roadster 990 Duke Air. Ils ont pris une recette qu'ils connaissaient déjà, prendre un Roadster, lui mettre des pièces oranges et lui affubler un R sur le nom du modèle. Sur ce coup-là, on se retrouve avec 7 chevaux de plus, elle en fait maintenant 130. À l'avant, c'est une suspension à cartouche ouverte, donc des tubes de fourche de diamètre 48, qui sont
beaucoup plus important que les diamètres 43 de la version 990 Duke de base. Le châssis est orange, la boucle arrière en aluminium coulé est orange aussi, et les disques avant sont majorés à 320 mm, freinés par des étriers Brembo Stylema de couleur noire, avec un mètre cylindre radial Brembo MCS. Enfin, sur les jantes, on voit que ce sont des pneus Michelin Power Cup 2, les plus agrippants qu'on puisse trouver avant de passer à un pneu piste. Ceux-ci restent homologués malgré qu'ils soient pratiquement lisses. Elle reçoit aussi le nouvel écran horizontal de 8 pouces de chez KTM, ainsi que les nouveaux commodos rétroéclairés. Prix et disponibilité inconnus. Chez KTM, on découvre leur système de transmission automatique, baptisé AMT. Celui-ci fonctionne avec un embrayage centrifuge, et on aura un moteur qui va piloter le barillet de sélection de vitesse. On aura le choix de passer les vitesses soit avec des palettes au guidon, soit avec le pied gauche sur un sélecteur. Pour l'instant, je n'ai pas essayé ce système-là, je fais simplement le tour de toutes les technologies pour essayer de résumer quelle marque a choisi quel fonctionnement. Et à ce niveau-là, je vous invite à consulter une page qui est avec un lien dans la description où je résume toutes les transmissions automatiques qui existent sur les motos. Personnellement, je pense que ce système à embrayage centrifuge, c'est simplement un système qui s'inspire de la technologie achetée chez MV Agusta. Étant donné qu'ils sont les deux dans le même groupe, MV Agusta avait déjà un système SCS qui fonctionnait lui aussi avec un embrayage centrifuge et un shifter. Donc pour moi, c'est qu'une version SCS 2.0, ce n'est pas une boîte entièrement nouvelle comme on peut l'imaginer sur d'autres constructeurs qui ont des boîtes automatiques. KTM présente la nouvelle 1390 Super Adventure S, S Evo et R. Quelle est la différence entre les trois? La S n'a pas de a des suspensions pilotées mais n'a pas la boîte automatique AMT, elle est en option. La S peut aussi avoir un régulateur de vitesse passif, standard, alors que la Evo, elle va se retrouver avec tous les radars et tout le nécessaire pour avoir un régulateur de vitesse actif, un détecteur de collision avant, des avertisseurs de présence dans l'angle mort, etc. Et enfin, la R, elle est sur des suspensions à longue course, souvent avec des jantes de 21 devant et 19 derrière, pour vraiment faire du tout-terrain avec. C'est une moto tout-terrain de voyage. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, rendez-vous sur le site pour vous en rendre compte, prix et disponibilité inconnus. Même chose avec la 1390 Super Duke GT, on a pris le moteur et une partie du châssis de la R pour en faire une grande routière avec des carénages. Ce n'est pas une sportive, c'est plutôt une GT Sport Tourisme. Elle est équipée de Michelin Power 6, donc des pneus qui sont vraiment faits pour un usage sportif routier et occasionnellement circuit. Pour le reste, pas grand chose à dire sur cette moto. Si elle vous intéresse, allez voir sur le site, elle y est déjà, prix et disponibilité inconnus. Une curiosité du stand KTM, c'est qu'ils exposent la 990 RC R. Par contre, il n'y a aucune info sur cette moto au jour où je tourne cette vidéo, que ce soit sur leur site ou sur le site presse de KTM. Donc je vous félicite, vous exposez une moto et ne donnez pas d'infos. Donc restez connectés pour être au courant lorsqu'on saura un peu plus sur ce modèle. Et ce n'est pas le seul. C'est que KTM nous en a carrément présenté 5 dont on ne sait pas grand chose. La seconde dont on ne sait pas grand chose, c'est la 390 Adventure R. Donc on connaissait la 390 Adventure. Cette fois-ci, on se retrouve avec une moto qui ressemble un peu plus à une moto de rallye, qui vient de série avec des jantes à rayons, probablement du 19-17. Je pense pas que ce soit du 21-19. On a un châssis orange visible, treillis acier, une boucle arrière vissée, et somme toute, on peut encore noter la présence d'un sabot de protection moteur. Pour le reste, ça doit être plus ou moins le même moteur monocylindre 390 cm3 qu'on connaissait déjà. Ces 4 photos, ce sont aussi 2 modèles qui sont la 125 SMCR et la 390 SMCR. Ça fait des années qu'ils pouvaient faire ça, et ils ont probablement pris le moteur de leur 125 et 390 Duke pour le mettre dans une super motard. Ça se vendra certainement, c'est peut-être un peu tard pour arriver avec ça sur le marché. On n'en sait pas plus pour le moment. À côté d'elle, il y avait aussi la 125 et la 390 Enduro R. C'est simplement la cousine
de la supermotard qui est faite pour aller dans les chemins. Ça marchera d'enfer, surtout sur les marchés émergents. Par contre, on ne sait pas plus au sujet de ces motos. Ça faisait 10 ans qu'on avait vu sortir la KTM Freeride E. Et voilà que 10 ans après, ils font une mise à jour de cette moto. Je ne vais pas m'attarder sur les performances, qui restent plus ou moins dans la même ligne, avec un peu plus d'autonomie, un peu moins de poids, tout ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la seule marque grand public qui reste intéressée à avoir un modèle de moto électrique de loisir. Regardez BMW, ce sont que des scooters. Honda, Yamaha, ce sont des scooters. Kawasaki a essayé l'hybride et le full électrique. Et enfin, Harley-Davidson, qui avait la Livewire, l'a séparé de la marque Harley-Davidson pour que ce soit une marque séparée. Et il ne reste plus que de plus petits constructeurs, tels que Zero, pour faire des motos de loisirs électriques. De ce côté-là, KTM est un pionnier. Pionnier, le nom choisi pour la Husqvarna électrique, qui est une copie conforme de cette Freeride E. Toutes les informations sont sur le site Asile-Moto, mais aussi sur ktm.com. Je vous laisse aller voir si vous êtes intéressé. Passons maintenant à Moto Guzzi. Il nous présente une troisième V7. Il y avait déjà la Stone et la classique. Il y aura désormais la Sport. Elle est légèrement plus puissante. Elle a aussi une fourche améliorée, un double disque de frein à l'avant et de nouvelles couleurs, que ce soit pour elle ou pour les autres modèles. Prix et disponibilité, pas encore communiqués. On voit aussi une Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo. Tout simplement parce que cela fera en 2025 200 ans que le col du Stelvio est ouvert. Cette moto, elle sera disponible à 2758 exemplaires, soit exactement l'altitude à laquelle se trouve le col. Ce sera un modèle tout équipé, avec également le radar PFF qu'introduit Moto Guzzi sur ses motos. C'est un radar à l'avant et à l'arrière qui gère un avertissement de collision, la présence dans l'angle mort et une assistance en changement de ligne pour dépasser sur autoroute. Le quick shifter bidirectionnel est également de série sur cette moto-là. Le prix et la disponibilité ne sont pas connus. On enchaîne avec la V100 Mandello Wind Tunnel. Moto Guzzi choisit de commémorer les 70 ans d'anniversaire de leur soufflerie à Mandello del Lario. C'est une des premières marques à avoir eu cet outil de travail pour le développement de ces motos. Et donc, il le commémore avec cette moto-là qui porte un magnifique logo Wind Tunnel 1954 et qui est en fait une Mandello, une V100 Mandello S avec tous les équipements optionnels comme les radars PFF, les amortisseurs et fourches Öhlins Smart EC 2.0, etc. Sur la version non S, il y a des nouvelles couleurs, il n'y a pas les radars PFF, la fourche et les couves-culasses sont noirs, alors que sur la S, ils sont dorés. Le prix et la disponibilité n'ont pas été communiqués. On enchaîne avec Moto Morini. Il présente d'abord la Tremezzo Sport. C'est un petit roadster néo-rétro doté d'un V2 à 60 degrés de 350 cm3 et qui développe 32,6 chevaux pour 31 Nm. Il est parfait pour les modèles, pour les permis A2 et il devrait être disponible dans le second trimestre 2025. On se réjouit de la voir de plus près car elle semble avoir plein de détails attachants et un look vraiment soigné. Il y a une autre nouveauté qui s'appelle la Rumble. Et elle, c'est simplement un bobber avec le même moteur V2 à 60 degrés de 32 chevaux. Disponibilité, deuxième semestre 2025. On enchaîne avec la Corsaro GT. Elle est équipée d'un V2 ouvert à 90 degrés de 750 cm3. Il fait 96 chevaux, ou 48 si on décide de la brider, et c'est un trail routier avec un éclairage full LED, un TFT de 7 pouces comme tableau de bord qui intègre la navigation, pas besoin d'y connecter son téléphone. Elle a une centrale IMU, donc un ABS sur l'angle, et un radar qui capte les angles morts. Elle aussi disponible au deuxième semestre 2025. Pour aller faire la bagarre sur le marché des petits trails 450 cm3, Moto Morini présente la iTrail. Celle-ci, c'est un petit trail 450 cm3 avec un bicylindre qui est fait pour aller dans les chemins et le tout-terrain, parce qu'elle a équipé d'une fourche Kayaba de 41 mm de diamètre, entièrement réglable, avec un amortisseur arrière, lui aussi Kayaba entièrement réglable, qui a une biellette pour avoir un amortissement progressif. Sa hauteur de selle est de 847 mm, et elle fait quand même 44 chevaux. Avec 170 kg à sec, on ajoutera l'huile et l'essence,
Ça fera un petit trail très agréable pour le tout-terrain. Le pare-boue avant est déjà en position haute, on a un sabot, il y a déjà la béquille centrale, on aura un saut de vent réglable et des prises USB A et C à côté du tableau de bord. La face avant, elle fait un peu penser à la Cove 450 de rallye, mais qui sait, moi je lui donnerai quand même sa chance. Elle sera disponible au premier semestre 2025. Présentation maintenant de la X-Cape 700. C'est un bicylindre en ligne de 700 cm3 qui produit 71 chevaux. Elle a évidemment ce look X-Cape, vu de profil, on dirait une moto de rallye, avec un châssis en acier, un bras oscillant en aluminium et des jantes à rayon 19-17 avec des pneus Pirelli Scorpion STR. La fourche, c'est un diamètre 50, donc un diamètre très important, qui provient de chez Marveki, qui est entièrement réglable. L'amortisseur a seulement la précharge et le rebond qui seront ajustables avec une pièce qui provient de chez Kayaba. Elle a quand même une commande déportée pour la précharge, ce qui est assez utile. Elle sera disponible en 3 couleurs, premier semestre 2025. J'enchaîne avec la X-Cape 1200, qui elle est motorisée par un V2 Corsa Corta Evo, un moteur de 125 chevaux et 105 Nm. Même si les moteurs sont fabriqués en Chine, le moteur a été designé et entièrement testé et même usiné la première fois en Italie. Quand j'étais en visite chez eux dans la région de Pavie, j'avais même vu le tout premier moteur issu de la fabrication chinoise qui a été livré en Italie pour être assemblé en Italie et comparé au moteur de production italienne. Donc c'est un moteur qui est assez intéressant. Le design est forcément X-Cape, un peu plus futuriste, un peu plus effilé, avec toujours un éclairage LED. Il y a 3 mapping moteurs, le cruise control, le shifter, un contrôle de traction de 3 niveaux qui est aussi désactivable, un éclairage amélioré à l'intérieur des courbes grâce à la centrale IMU qui mesure l'inclinaison de la moto. Il y aura des blind spot radar, donc les avertissements de présence dans les angles morts, ainsi qu'une dashcam embarquée. Allez savoir s'ils auront le droit de la faire venir en Suisse avec une dashcam, parce qu'il y a toujours un problème de droit vis-à-vis de l'utilisation de cet appareil. Le saut de vent sera réglable, les pare-mains seront livrés de série, même s'ils ne sont pas sur la photo. Il y a des canaux d'air qui éloignent la chaleur pour plus de confort pour le pilote. Les jantes à rayons sont des 19-17 avec des Pirelli Scorpion Trail 3, les tout nouveaux Scorpion Trail qui sont aussi sur la nouvelle Multistrada, avec un freinage Brembo, un écran TFT 7 pouces, 2 USB plus un USB-C. Tout ça en 3 couleurs, dispo au deuxième semestre 2025. Encore une marque qui joue à domicile, MV Agusta. Il présente une F3 Competizione. C'est une F3 qui sera limitée à 300 exemplaires, bien que ce soit simplement une RR bien améliorée. Elle a de base 147 chevaux, mais avec la ligne d'échappement Akrapovic en titane, elle passe à 160 chevaux, mais n'est plus homologuée route. Elle est équipée de jantes en carbone, d'une fourche Öhlins Nix 30 avec un traitement de surface doré pour le tube plongeur. Le fourreau de fourche, lui, est noir. Donc c'est vraiment une moto de passionné pour le look. Il y a aussi un TTX 36 à l'arrière, entièrement réglable pour les performances. C'est une belle pièce de collection qui sera livrée avec un certificat d'authenticité, prix et disponibilité inconnus. De toute façon, c'est pas dans ma ligue. Début 2025, le 19 janvier pour être précis, MV Agusta fêtera ses 80 ans d'existence. Il faut savoir qu'à l'époque, en 1943, un ingénieur italien de la famille Agusta avait dessiné un moteur qui était prêt à construire en série pour aller dans un cadre presque de vélo pour faire la toute première moto de la marque. Seulement avec l'occupation des Allemands à l'époque, ils ont réussi à cacher les plans et les prototypes dans les sous-sols des ingénieurs auxquels ils faisaient le plus confiance dans l'entreprise. Et une fois que les Allemands ont été boutés hors de l'Italie, fin 1944, la marque a pu débuter la fabrication des premières MV98 dans les ateliers de fabrication des avions Agusta, avant de fonder le 19 janvier 1945 la marque MV Agusta. Pour ses 80 ans, la marque sortira 500 pièces de la série limitée Ottantesimo, de la Brutal 800 RR, de la Dragster RR avec son embrayage SCS, la F3 RR, la Super Veloce S, la Brutal 1000 et la Brutal 1000 RR, chacune en série limitée, 500 exemplaires, avec certificat d'authenticité,
et certaines avec les pièces particulières telles que la ligne Arrow pour la Super Veloce. Prix et disponibilité, adressez-vous à un revendeur AMV Agusta. Petit tour chez Royal Enfield. Eux, ils présentent la BR650. Elle est sur la base de l'Interceptor 650, mais sous une forme beaucoup plus scrambler, avec des plaques à numéros, le gros réservoir en acier, des couleurs scintillantes, éclatantes, variées, parce qu'il y a 4 ou 5 couleurs au catalogue. Donc on a quelque chose de vraiment très cool et très tendance. On a des poignées tonneaux, pour ceux qui se rappellent de cette forme particulière des poignées. Celle-ci en profite aussi, avec des commodos rudimentaires. Donc on a vraiment l'ancien contacteur à phare rotatif qu'on retrouve que chez Royal Enfield. Par contre, il y a un compteur circulaire qui est un écran TFT. Donc les deux façons de fonctionner se côtoient sur cette moto. C'est un trait de caractère de Royal Enfield qu'il cultive et qui est apprécié. Cette BR650, elle est animée par un bicylindre parallèle de 648 cm3 qui produit 47 chevaux. Il a plus de couple que l'Interceptor grâce à sa nouvelle ligne d'échappement qui va du collecteur 2 à un seul silencieux. Les jantes sont à rayon, 19 à l'avant, 17 à l'arrière, avec une fourche Showa non réglable, tout comme l'amortisseur. Par contre, sa garde au sol de 184 mm permet déjà de s'aventurer hors des sentiers battus. L'ABS est déconnectable, il n'y a pas de traction control sur cette moto. La disponibilité devrait être au printemps 2025, son prix pour la Suisse n'a pas été communiqué. La marque Suzuki maintenant. Ils reviennent sur le marché avec la DRZ4 SM. Qui n'a pas entendu « prends une DRZ400 » lorsqu'il a eu 18 ans après avoir utilisé une 50 cm3 de 16 à 18. Eh bien, cette DRZ, elle revient maintenant sur le marché, toujours avec 400 cm3, ou plutôt 398, 38 chevaux, 37 Nm, dans un format de supermotard. Les habillages sont évidemment en plastique, n'allez pas chercher une quelconque élégance là-dedans, ils ont simplement mis un phare lenticulaire à LED à l'intérieur de la plaque phare, et c'est tout. Moi je la trouve très fun, elle est plutôt réussie, avec son châssis en acier tubulaire et un berceau dédoublé, comme ça on a une protection sous le moteur si on venait à toucher le sol, avec des suspensions d'une course de 260 et 270 mm. La selle est à 890 mm, les jantes sont à rayon 17 pouces, équipées de Dunlop Sportmax Q5A. L'ABS est désactivable à l'arrière pour faire des glisses, forcément, en supermotard. Il y a un contrôle de traction qui a plusieurs niveaux de réglage, le 1, le 2, gravel qui intervient encore moins, ou off, et la moto pèse 151 kg. Prix et disponibilité à venir, on vous tiendra au courant. En parallèle, il présente aussi la DRZ 4S. Elle, ce n'est pas une supermotard, mais une dual sport. Elle est faite pour aller dans les chemins. Les performances sont les mêmes, mais elle se retrouve avec une fourche et un amortisseur Kayaba qui produisent une course de 280 mm devant, 296 mm derrière, hauteur de selle 920 mm. Avec des jantes en 21 devant et en 18 derrière, également un rayon, équipé de pneus à crampons IRC GP410, on ira faire des balades hors des routes avec le plus grand plaisir, avec cette moto qui pour le coup a un ABS totalement désactivable, traction control, même configuration que pour le supermotard, niveau 1, niveau 2, gravel ou désactivé. Cette moto elle sera également disponible au printemps pour un prix inconnu. On enchaîne avec Triumph. Ils ont commencé par présenter la nouvelle Speedtwin 1200. Il y a quelques ajustements, un nouveau look, je vous laisse aller voir la description sur le site, elle est facile à trouver. Ils ont également fait des corrections sur la Speedtwin 900. Là aussi, changement de couleur, petit changement technique. Tout le descriptif est sur le site. Le roadster des permis A2 chez Triumph, c'est la Trident 660, bien que la 765R soit maintenant également bridable. Cette moto, elle subit elle aussi quelques modifications avec de nouvelles couleurs. Je vous invite à aller consulter le site internet pour avoir l'ensemble des informations. Chez Triumph, on a également la Tiger Sport 800, qui est un nouveau modèle, avec un trail routier moins tout-terrain que les Tiger 900 et 1200, et plus racé que la Tiger Sport 660. Là, on a un moteur avec pas seulement un réalisage, mais avec de nouvelles pièces à l'intérieur, donc bielle, vilebrequin, etc. sont modifiés pour atteindre ce nouveau modèle plus routier que la 660. Celle-ci, elle n'est pas bridable à 35 kW, logique, il faut vendre l'autre,
et elle existe en diverses couleurs. Je vous invite à aller consulter le site internet si vous voulez plus d'informations. En 2025, Triumph va commercialiser la série des Icon, et sur tous les modèles classiques de la gamme, que ce soit la Bobber, la Bonneville, etc., vous pourrez choisir la finition Icon. Et c'est une finition spécifique car c'est la première fois que la marque reprend son tout vieux logo en couleur or qui sera apposé sur les réservoirs, très souvent biton, noir et gris. Je vous laisse consulter la liste complète de ces modèles. En tout cas, le design est très réussi et il évoque sans aucun doute l'héritage de la marque Triumph. Ma curiosité elle était piquée au vif par la marque Vosges qui présente la DS800 Rally. Elle est motorisée par un bicylindre en ligne de 800 cm3, 94 chevaux, 80 Nm. Elle a des jantes en 21 pouces à l'avant, 19 à l'arrière avec des Pirelli Scorpion STR. Elle a un nouveau look par rapport au reste de la marque Vosges avec cette fois deux phares superposés verticalement, un grand TFT, un ABS et un traction control réglable, 24 litres de réservoir, 213 kg en ordre de marche, mais manifestement pas de protège-main. Je me réjouis d'en apprendre plus sur cette moto, car il n'y a pas d'autres détails qui sont sortis pour la Suisse à ce jour. Dernière marque qui a présenté énormément de motos, et c'est Yamaha. Je vous parle en premier de leur système de transmission automatique YAMT, tel qu'ils demandent qu'on l'appelle, qui utilise deux moteurs électriques, l'un pour piloter l'embrayage, l'autre pour piloter le barillet de sélection de vitesse. C'est un système qui retire le sélecteur de vitesse et le levier d'embrayage de la moto, et qui est compatible avec le moteur CP3, et on l'apprendra tout plus tard avec le moteur CP2. Je me suis fait un plaisir d'essayer ce système avec la MT-09 YAMT, donc je me réjouis également de le voir arriver sur d'autres modèles, dont deux dans la présentation qui suit. Le banger de chez Yamaha cette année, c'est la nouvelle Yamaha R9. On l'attendait, elle est là, avec le moteur de la MT-09, elle a 119 chevaux et 93 Nm de couple. Elle a un manque de chasse 2 degrés plus fermé que le Roadster, donc ils ont fait un vrai effort sur la géométrie du châssis pour la rendre sportive. La suspension, c'est une Kayaba entièrement réglable, avec les deux gammes de vitesse sur la fourche, donc la gamme rapide et lente pour la compression et la détente, tandis que sur l'amortisseur arrière, c'est uniquement les réglages compression, détente et précharge. Les jantes sont en aluminium coulé, c'est une surprise pour moi parce que je m'attendais à avoir des jantes forgées en rotation, telles que Yamaha sait les faire, ce sont des jantes plus légères. Je trouve ça surprenant parce que sur la sportive, des jantes plus légères seraient un gain d'agilité grâce à une réduction de l'effet gyroscopique. Mais peut-être que ça la rendait trop agile et presque trop vive pour être agréable à piloter. Seul l'avenir nous le dira si c'est effectivement pour ça ou pour une éventuelle version SP qu'ils ont gardé les jantes forgées en rotation sur l'étagère. Côté look, elle a reçu des winglets, comme la R1 qui n'est plus disponible pour la route, mais elle a surtout son phare qui se cache à l'intérieur de la prise d'air. Énormément de gens ont décrié ce choix sur les réseaux. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'Yamaha fait quelque chose. Ils essayent. Car si la R1 actuelle a son look, c'est parce qu'ils ont essayé un nouveau look. Sinon, la R1 2024, elle aurait toujours le look de la R1 de 98. Donc il faut accepter une certaine nouveauté, il faut accepter certains risques, qui parfois ne plaisent pas, mais on ne peut pas leur reprocher de rester immobile. Pour les freins, c'est la révolution. Il y a un PR19 de série, des étriers Brembo Stylema à la place des Advix et des durites de frein tressées. Imaginez le temps qu'il a fallu pour enfin voir ça sur une Yamaha de série. De mon point de vue, c'est absolument génial. Le tableau de bord de cette R9, c'est un écran TFT, logique. Il intègre la navigation, mais il permet surtout d'opérer des changements sur tous les réglages de la moto. Le pack d'aide électronique est très complet, il y a l'anti-wheeling, il y a la gestion de frein moteur, il y a le contrôle de la glisse au freinage et à l'accélération, il y a aussi l'ABS sur l'angle, ainsi que le contrôle de traction sur l'angle, et on peut désactiver que ce soit le contrôle de traction ou l'ABS, mais l'ABS uniquement sur la roue arrière. En option, on peut y mettre un pack de suivi de performance GPS, et là on se croirait en MotoGP, car on aura toutes les données de la moto qui seront enregistrées en même temps que la position de la moto sur la piste, ainsi que les temps autour. Et on pourra débriefer sur son ordinateur depuis les box. Yamaha s'est même amusé à mettre un système de communication entre le paddock et le pilote, permettant d'afficher un message
sur l'écran du tableau de bord pendant le roulage. Il pousse ça très loin. Malheureusement, ce sera un système qui sera payant parce qu'il est débloqué pour une période d'essai et ensuite il sera sur abonnement pour l'utilisateur. La R9, elle existera en Icon Blue et en Tech Black. Son prix était fixé à 13 990 francs. Elle est également disponible en 70 kW bridable 35 dès mars 2025. Et souvenez-vous, à Jerez, pour la finale du championnat du monde Superbike, on a vu la relève de la R6 en championnat du monde Supersport en la personne de la R9 GYTR. Celle-ci, on se réjouit aussi de la voir. La MT-07 fait peau neuve en 2025. Elle reçoit une poignée de gaz électronique YCCT, ce qui permet d'avoir un contrôle de traction, un beeper optionnel et même un régulateur de vitesse. Tout ça parce que les commandes d'accélérateur ne seront plus transmises par un câble, mais par un capteur électronique, et donc on pourra intervenir sur les données qui demandent ou qui font accélérer le moteur. Le contrôle de traction, il devient plus fin qu'avant, là aussi parce qu'on peut mieux piloter le moteur. En option, on peut ajouter la transmission automatique YAMT, parce qu'il y a la poignée de gaz électronique, sinon ce ne serait pas possible. Elle reçoit les jantes Spinforged, qui sont plus légères, moins d'effets gyroscopiques, plus d'agilité. Elle a un nouveau look, là aussi en adoptant la nouvelle face avant de la famille MT, et elle devient plus légère que l'ancien modèle. La suspension est non réglable, mais le frein s'améliore parce qu'il y a maintenant un double disque à l'avant qui est pincé par des étriers radiaux et non axiaux, donc un peu mieux pour le freinage de cette MT-07 à l'avenir. La géométrie de la moto a été revue avec des repose-pieds 10 mm plus haut, un guidon 18 mm plus large, 22 mm plus bas et reculé de 9 mm vers le pilote. Et enfin, sur son écran TFT qui sert de tableau de bord, on pourra afficher la navigation avec l'application Garmin Street Cross. Comme la MT-07 qui reçoit la poignée de gaz électronique YCCT, c'est aussi le cas de la Ténéré 700. Donc on pourra aller faire les cacous dans la terre avec cette nouvelle poignée de gaz qui permet d'avoir plusieurs cartographies moteurs et donc d'avoir une cartographie plus adaptée au tout-terrain où la puissance et le couple déboulent moins fort. C'est agréable, d'autant plus que la moto est faite pour ça. Plein de détails ont été changés juste pour améliorer son habilité à être utilisée au quotidien en tout-terrain. Par exemple, elle reçoit des cale-pieds plus larges, qui sont essentiels pour bien ressentir la moto lorsqu'on la pilote avec les pieds. Il y a l'actionneur d'embrayage qui lui est pivoté de 35 degrés vers l'avant, ce qui fait qu'il ne rentre plus en contact avec la jambe du pilote, qu'il soit assis ou en position debout. C'est un gain de confort. Le sommet du réservoir est maintenant plus bas, mais il garde la même capacité de carburant, ce qui fait que son centre de gravité sera inférieur et son agilité sera meilleure, tout en étant plus stable. Il y a une nouvelle selle banquette en une pièce, plutôt que l'ancienne selle qui était en deux parties et sur deux niveaux, créant plus de place pour le pilote qui pilote en position debout et qui donne une meilleure connexion avec son passager si on décide de conduire avec quelqu'un à l'arrière. Son phare n'a plus des lentilles circulaires, mais ce sont des lentilles rectangulaires pour reconnaître cette nouvelle face avant qui conserve son saut de vent et ses déflecteurs intégrés qui ne sont pas réglables en hauteur. On pourra choisir cette Ténéré soit en version 875 mm pour la hauteur de selle, soit en version basse à 860 mm. La suspension est entièrement réglable au moyen d'une molette pour la précharge de l'amortisseur, qui est une précharge hydraulique. Il y a un nouveau sabot plus enveloppant qui protège mieux le bas moteur, avec une nouvelle fixation pour la béquille, ainsi qu'un coupe-contact pour la béquille qui est replacé. Comme ça, il sera moins exposé au choc, alors que c'était le cas sur l'ancien modèle. Dernière pièce qui est modifiée pour la conduite tout-terrain, le support de silencieux, qui est plus solide. Il y a maintenant un écran de 6,3 pouces, couleur, plus grand que le précédent, qui intègre une prise USB, mais surtout, juste à côté, un bouton dédié à la désactivation de l'ABS. En pressant longtemps sur le bouton, à l'arrêt, on désactive d'un coup l'ABS et le contrôle de traction. Dans les menus, ou avec l'application MyRide de Yamaha, on peut aller régler plus finement les niveaux d'ABS et de traction control en fonction de ses goûts. Il y a aussi la version Rallye de la Ténéré qui est modifiée. Elle reçoit carrément des repose-pieds en titane, un sabot en aluminium qui fait 4 mm d'épaisseur,
Et les fourches Kayaba ont une course 20 mm plus longue. Donc elle atteint maintenant 230 mm de course, à l'avant comme à l'arrière. Il y a 255 mm de garde au sol, et la selle, elle, se retrouve forcément 20 mm plus haut. On est à près de 900 mm. Le pare-boue avant est déjà en position haute pour éviter de se remplir de boue, et la selle rallye spécifique a une position et un rembourrage différents pour améliorer les sensations en conduite tout-terrain. Cette couleur Sky Blue, forcément, est indémodable avec les speed blocks sur le côté, et c'est la seule couleur disponible sur la version rallye. Sur la version normale, qu'elle soit haute ou basse, on peut la choisir en Frozen Titanium ou Icon Blue. Toutes ces motos, y compris la rallye, peuvent être sélectionnées en version bridable 35 kW. Prix et disponibilité pour la MT-07 et les deux Ténéré ne sont pas encore connus. Grosse nouveauté du côté de la Tracer 9, 9 GT et 9 GT+. Comme elle a le moteur CP3, elle peut recevoir la transmission Y-AMT en option, sauf sur la version Plus, où elle est de série. Sur la version GT+, et GT, on retrouve la suspension électronique, que j'avais déjà essayé sur une vidéo qui est sur la chaîne. Et sur la Plus, on a même les nouveaux feux à LED matriciels. Leur avantage, c'est que de nuit, il alternera automatiquement entre les feux de route et les feux de croisement en fonction de la luminosité et des conducteurs qui viendraient en face. Il y a également les feux qui éclairent l'intérieur des virages, grâce à la centrale IMU qui connaît l'angle de la moto, et donc on aura une corde toujours bien éclairée. Et le détail supplémentaire sur toutes ces nouveautés des 3 versions de la Tracer, je vous invite à aller sur le site, le lien est dans la description. Il y aura une explication beaucoup plus claire que ce que je viens de faire, car il y a beaucoup de subtilité entre une version et l'autre, qu'est-ce qu'elle n'a ou elle n'a pas. Chacun des 3 modèles sera dispo en 2 couleurs, ce qui permettra de les distinguer les uns des autres. Le prix et la disponibilité, idem, ne sont pas connus. Je vous remercie d'avoir regardé ce journal du salon EICMA 2024. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à commenter en disant quel est le modèle qui vous a tapé dans l'œil. Moi, personnellement, ce serait la F450 GS, mais si je dois choisir une moto qui sera disponible prochainement, j'hésite fortement entre la R9 et la S1000RR. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, nous sommes toujours actifs et présents sur Facebook et Instagram, mais surtout, visitez régulièrement le site acidmoto.ch où les informations moto sont gratuites depuis bientôt 15 ans. Partagez nos publications, partagez cette vidéo, c'est la plus belle récompense que vous puissiez me faire. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les nouveautés du salon EICMA 2024. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les essais qu'on aura fait.